Pierre Jouvencel, bonjour. Bonjour. Après notre précédent entretien il y a 2 ans consacré à votre spectacle seul en scène Victor Hugo, un géant dans un siècle, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre nouveau spectacle humaniste consacré aux grandes figures de la politique depuis le début de la République. Pourriez-vous nous présenter ce spectacle et peut-être commencer par sa genèse? Oui, eh bien, volontiers. Donc, la genèse du spectacle, en fait, c'est l'assassinat de Samuel Paty. Voilà, moi, l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, je pense comme beaucoup de gens en France, ça m'a profondément bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que ça remettait en cause tous mes fondements, en fait, tout ce que je suis. La croyance dans le savoir, l'école, pour moi, c'est la base de tout. Hein. Ça, je suis un descendant. Enfin, vous savez, j'apprécie beaucoup Victor Hugo parce que j'ai fait ce spectacle sur lui. Et donc, Victor Hugo disait la liberté commence là où l'ignorance finit. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la base. Et qu'un professeur puisse être assassiné sur son lieu de travail par un extrémiste islamiste, c'était pour moi quelque chose de très très difficile à avaler. Et donc après l'effondrement, hein, les quelques voilà les mois qui ont suivi, j'ai eu envie de mettre l'humanisme au cœur de la société et de dire non, il faut absolument qu'on redéveloppe un discours humaniste. Il faut que j'arrive à... D'abord, je me suis aperçu aussi en passant dans les collèges, dans les lycées, parce qu'avec Victor Hugo, j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires, je me suis aperçu que beaucoup de jeunes, en fait, connaissaient pas ou connaissaient très très mal l'histoire de la République. Et je voulais remettre un petit peu l'histoire, leur expliquer cette histoire. Si on est en République aujourd'hui, elle n'est pas arrivée hier, la République. Elle a une histoire, il y a eu énormément d'évolutions qui ont fait que nous sommes arrivés à la République que nous avons aujourd'hui. Et donc, cette République, elle a aussi des fondements d'humanisme. Cet humanisme, il est né à la Renaissance, il a été amplifié par le mouvement des Lumières, et il a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'ai eu envie de leur faire partager tout ça. Et donc, je me suis mis à écrire ce texte, donc qui repart. Le point de départ, c'est l'assassinat, au moment où on apprend l'assassinat de Samuel Paty. Et à partir de là, je vais expliquer ce que c'est que l'humanisme, pourquoi je reparle d'humanisme, et je vais me servir des grandes figures qui ont fait en sorte que ce mouvement puisse se développer et puisse être entendu. Parce que sans éloquence, en fait, les discours ne passent pas. Et on a eu des orateurs particulièrement éloquents. Et donc, je démarre avec Mirabeau. Pourquoi Mirabeau? Parce que Mirabeau, c'est le premier grand homme de la Révolution. Alors, il ne va pas durer longtemps, Mirabeau, parce que d'abord, il va être malade et il va mourir assez rapidement. Mais en tout cas, sur les premières années de la Révolution, c'est lui qui va être le grand orateur de la Révolution. Et donc, je commence avec le discours du jeu de paume, où c'est le premier grand discours contre l'arbitraire royal et le fait de dire il faut qu'on fasse une constitution pour le peuple. Ensuite, je passe à Olympe de Gouges. Pourquoi Olympe de Gouges? Parce que c'est la première, évidemment, qui a mis en place la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui va être une des premières grandes féministes de l'histoire, et qui va amener le mouvement féministe. Ensuite, Georges Sand, Louise Michel, et puis Gisèle Halimi, et puis voilà, tout le mouvement féministe qu'on connaît. Mais Olympe de Gouges, pour moi, elle était absolument marquante. Ensuite, je parle aussi de la fin de l'esclavage, parce que souvent, bon, quand on dit, on discute, la fin de l'esclavage, c'est Schœlcher pour nous, et en même temps, peu de gens savent que l'esclavage, il a été aboli à la Révolution, en 1794, et donc, je parle de ça, et donc, voilà, comme ça, je vais aller tout au long de l'histoire, de la Première République à la Cinquième République, avec tous les grands discours et les grandes étapes de cette pensée humaniste qui ont fait avancer la société. Donc l'abolition de l'esclavage, puis le discours sur la misère de Victor Hugo, la création des droits de l'enfant, et puis les luttes aussi que la République a dû avoir contre les obscurantismes religieux.
Gambetta, sous la Troisième République, la lutte contre le cléricalisme. Je rappelle que pendant la Troisième République, notamment avec la loi Fallou en 1800, alors avant la Troisième République, mais en 1850 avec la loi Fallou, l'enseignement, l'Église voulait reprendre la main sur le religieux, sur l'éducation, pardon. Et justement, il y a un certain nombre de personnes qui vont s'élever contre ça et qui vont finalement amorcer ce que sera plus tard la loi de 1905 sur la laïcité. Donc tout ça, c'est important. Et si on ne connaît pas cette histoire-là, on ne comprend pas trop pourquoi en 1905, il y a une loi sur la laïcité qui est assez spécifique et assez originale dans les pays occidentaux. Donc je parle effectivement de ce discours de Gambetta sur la lutte contre le cléricalisme. Et puis, je voulais aussi parler du colonialisme. Parce que ce qu'on sait peu, c'est que, évidemment, la France a été un grand pays colonialiste, notamment à partir de 1830, et que à ce moment-là, il y avait une pensée humaniste qui était colonialiste. Derrière Jules Ferry, et tous les grands, que ce soit les écrivains, les politiques, les penseurs, ils étaient tous derrière Jules Ferry à ce moment-là, pensant que la France, c'était sa mission d'aller porter une parole humaniste, d'aller porter le développement, d'aller porter le savoir, d'aller porter l'éducation dans des pays qui ne l'avaient pas. Tout le monde était dans ce camp-là, tous, sauf un à un moment donné qui s'est élevé contre ça, et c'était en 1885, et c'est Clémenceau qui fait un discours pour montrer les dommages de la colonisation et en même temps montrer aussi son aspect financier qui pour lui était complètement idiot d'aller dépenser des fortunes pour aller mener une œuvre en plus qui était raciste et qui servait absolument pas la cause des populations que soi-disant nous allions élever, nous allions leur permettre de devenir plus grands, meilleurs, etc. Et donc ce discours sur le colonialisme de Clémenceau est aussi particulièrement important. Ensuite, je parle de Jaurès avec la lettre aux instituteurs, parce que j'ai voulu, à un moment donné, avoir un moment aussi un peu plus intime, si vous voulez. Tous les grands orateurs sont des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont fait des discours dans des instances politiques. Et donc, voilà, c'était mon choix au départ. Bon, on aurait pu faire un autre choix, moi j'ai fait ce choix-là. Et à un moment donné, j'ai voulu avoir un moment un peu plus d'intimité, et la lettre aux instituteurs de Jaurès, elle me paraissait particulièrement correspondre à cela. Parce que d'ailleurs, au moment après l'assassinat de Samuel Paty, dans les établissements scolaires, on a repris, il a été demandé qu'on lise la lettre aux instituteurs de Jaurès. Pourquoi ? Parce que cette lettre, elle est, à mon avis, la base de la transmission. Qu'est-ce que ça doit être la transmission pour un enseignant, pour un sachant, vers les élèves ? Et ce que dit Jaurès à ce moment-là, dans la lettre aux instituteurs, c'est que non seulement il faut effectivement apprendre à écrire, à compter, etc., mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce supplément d'âme, qui est le fait qu'on a envie de transmettre quelque chose, et on est soi-même imprégné par le fait qu'on doit transmettre quelque chose, en fait, on fabrique des machines à épeler. C'est ce qu'il dit Jaurès dans ce texte. On fabrique des machines à épeler. Et fabriquer des machines à épeler, ça suffit pas. Il faut aussi donner ce supplément d'âme qui est ce que nous sommes. Et que si on n'est pas conscient, si l'enseignant lui-même, si le maître lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est et de ce qu'il doit transmettre, il rate son chemin. Par contre, s'il est pénétré, et s'il a cette flamme qui lui permet de transmettre, et s'il est lui-même complètement convaincu de ce qu'il a à transmettre, alors à ce moment-là, il sera en capacité de transmettre. Et Jaurès dit, les enfants, finalement, sont capables on peut leur parler avec sérieux, mais aussi avec simplicité. C'est pas la peine et ils sont capables de comprendre ce qu'on veut leur faire passer à partir du moment où soi-même on est convaincu de ce qu'on enseigne. Donc je trouve que cette lettre aux instituteurs, elle est absolument magnifique. Ensuite,
évidemment, je parle de la loi de 1905 qui, pour la France et pour la République française, est un monument, hein, puisque c'est quand même une loi qui est quand même très très particulière, qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et en même temps qui sanctuarise à la fois l'État et l'école, en fait, les deux choses qui sont sanctuarisées. Et cette loi, elle dit aussi, la République accepte que vous croyez, bien sûr, hein, tout le monde a le droit de croire, mais la République ne peut tolérer qu'une religion, quelle qu'elle soit, dicte ses règles et se considère au-dessus d'elle. Et c'est là où on a tout le dilemme qu'on peut avoir avec les extrémismes religieux. Il n'y a aucun problème sur le fait de croire, de ne pas croire, d'exercer sa religion, comme on l'entend, mais toujours dans un cadre républicain. À partir du moment où une religion estime qu'elle se situe au-dessus de la République, alors à ce moment-là, on a un problème. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans ce spectacle. Et puis, de là, on va passer aux périodes de la guerre. Et donc, il y a évidemment la guerre de 14 qui vient bouleverser un peu tout ça, hein, donc avec cette ignoble boucherie, puis qui va se transformer après avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on a des périodes qui sont assez difficiles. Et donc là, j'ai repris le discours de Jean Zay. Jean Zay en 1940, qui, comme De Gaulle, croit encore à la victoire et qui essaye de redonner de la flamme, et notamment en disant qu'il faut redonner là aussi espoir à la jeunesse française, et que c'est pas avec des régimes arbitraires et des régimes vieillots avec une vision complètement passéiste qu'on va pouvoir redonner cet élan à la jeunesse française pour continuer à se battre pour la liberté. Bon, Jean Zay, malheureusement, voilà, il finira fusillé dans un bois de l'Allier, arrêté par la milice de Vichy. Mais en tout cas, j'avais envie de rendre hommage aussi à Jean Zay, qui a été l'ancien ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, mais qui a été aussi un combattant et un résistant, voilà, très très important. Et puis ensuite, je passe à la 4e République, puisque voilà, c'est la reconstruction, c'est le moment de la construction européenne, c'est le moment de la guerre froide, c'est le moment de la décolonisation. Et là, je reprends le discours de Mendès France, parce que pour moi, Mendès France reste quand même s'il n'a pas gouverné longtemps, il reste un modèle d'intégrité. Et en tout cas, moi, c'est la façon qui me plaît d'exercer de la politique, c'est-à-dire faire dire ce que l'on fait et faire ce que l'on a dit. Et ça, Mendès France, me semble-t-il, était un peu l'archétype de cet exercice du pouvoir. D'ailleurs, il dit gouverner, c'est choisir. Voilà, et ce discours est un discours important qu'il prononce en 1953 au moment de sa déclaration d'investiture. Alors, il n'aura pas l'investiture en 1953. Il va falloir attendre 1954, mais c'est un discours qui me paraît très important. Et puis de là, on va arriver aux deux grands discours, pour moi, de cette deuxième partie du XXe siècle et de la Ve République, qui sont le discours de Simone Veil sur la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en 1974, un discours qu'elle prononce dans des conditions assez difficiles, puisque dans la majorité à laquelle elle appartient, elle n'est pas forcément soutenue. Elle est soutenue par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, mais elle n'est pas soutenue par nombreux députés, et elle n'est pas non plus forcément soutenue par la rue. Et elle va, avec force et émotion, défendre son projet de loi. Et elle va rester pour moi comme une icône de la construction européenne après et de la lutte des femmes et de la liberté et vraiment de l'émancipation des femmes. Et puis je termine avec le discours de 1981 de Badinter sur l'abolition de la peine de mort, qui est pour moi aussi un modèle de grands discours humanistes qui auront fortement marqué, et lui aussi dans un contexte, je rappelle, à ce moment-là, 62% des Français sont favorables à la peine de mort, et Badinter va faire un discours où il a fait appel à Hugo, il fait appel à Camus, il fait appel à tous ces grands noms, à Jaurès, à Gambetta, à Clémenceau, qui ont porté
cette idée de l'abolition de la peine de mort depuis très longtemps. Et voilà, ça sera, pour moi, c'est un petit peu un modèle du grand discours humaniste. Donc, je balaye ainsi, avec ce spectacle humaniste, en fait, 3 siècles d'histoire de la République, de la Révolution jusqu'à la Ve République, avec ces grands discours qui ont façonné notre histoire et qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, si on est français, on a une histoire et on a une tradition humaniste. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, avec tout ce que l'on voit autour, avec les empires qui sont en train dans le monde, et puis qui portent pas forcément, loin de là, des idées humanistes, je pense qu'on a une place à tenir, on a un rang à tenir, et en tout cas, on a des valeurs qu'il faut absolument que nous soyons, que nous défendions. Parce que si nous ne les défendons pas, nous, personne ne les défendra à notre place. Et donc, moi, j'avais envie un peu de remettre sur le devant de la scène cette pensée, à la fois de la République et de l'humanisme qui a façonné cette République. Et quelle a été la réception du public depuis que ce spectacle a été monté? Ça fait maintenant presque 1 an. Oui, je l'ai créé à Avignon donc en juillet 2025 et je le tourne depuis. Alors, la réception du public, elle est vraiment... Là, vraiment, je suis très content parce que je ne savais pas du tout où j'allais quand j'ai écrit ce spectacle. C'est assez particulier comme spectacle parce que c'est pas un one-man show, c'est pas une conférence, c'est un spectacle de théâtre, mais en même temps qui est très historique, très didactique. Et donc, bon, je savais vraiment pas où j'allais. Et en fait, je m'aperçois... On sent quand même une continuité par rapport à votre spectacle sur Victor Hugo. Oui, bah, c'est-à-dire que Victor Hugo, c'est un des grands humanistes, donc évidemment, je suis toujours un peu dans cette veine-là, bien sûr. Donc, à ce niveau-là, il y a une continuité. En même temps, dans Victor Hugo, j'incarne un personnage, et je suis Victor Hugo du début à la fin, alors que dans Humaniste, c'est moi, en fait, qui prend le public à témoin, qui explique, et après, je joue le rôle, enfin, je me mets dans la peau des différents orateurs, pour faire passer leur message et leur discours. Mais donc c'est quand même un spectacle donc effectivement qui est dans une continuité humaine et historique, mais qui est quand même aussi assez différent. Et je savais vraiment pas comment le public allait réagir. Et bah oui, je pense qu'effectivement il y a une sorte d'attente. Je pense qu'on est très nombreux à être dans cette vision humaniste et dans cette conception de la France, en fait, qui a fait la France. Mais le problème, c'est que il n'y a pas véritablement d'incarnation au plan politique. Alors moi, j'ai pas voulu du tout faire quelque chose de très politique. Je suis ce qu'on peut appeler un comédien engagé, dans le sens où avait Hugo sur qu'est-ce que c'est qu'un comédien engagé. Au XIXe siècle, il y a eu toute une querelle là-dessus entre ceux qui pensaient que l'artiste devait être engagé dans la société et ceux qui, au contraire, comme Gautier ou comme les Parnassiens notamment, considéraient que l'artiste devait faire juste de l'art et que il n'avait rien à faire avec de la défense d'idées. Voilà. Et donc, il y a eu tout ce débat. Et Hugo, notamment, lui, considérait que le fait d'être engagé dans la société, engagé dans son époque, ne rapetissait pas l'art, mais au contraire, pouvait presque l'augmenter, alors que Gautier, les Parnassiens, eux, considéraient que, au contraire, c'était détruire l'art que de le vicier, on va dire, entre guillemets, avec une quelconque intervention dans les affaires vraiment humaine de la société, etc. Et moi, je suis vraiment là, je suis dans la tradition d'Hugo, c'est-à-dire que je me considère comme un artiste engagé dans la société, et donc je suis là aussi pour dire un certain nombre de choses, et peut-être même pour heurter parfois. Mais par contre, je voulais pas non plus faire une tribune politique, et c'est pour ça que je m'arrête au XXe siècle et que je ne vais pas jusqu'au XXIe siècle, parce que je voulais que ceux qui ont fait les discours ne soient plus là, et qu'on soit tout le temps dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, je raconte des faits.
Alors, on peut mettre en doute ce que je dis, parce que évidemment, c'est subjectif. J'ai fait des choix d'auteur, j'aurais pu en choisir d'autres. Donc ça, on peut toujours me critiquer là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas me critiquer sur les faits. C'est-à-dire que ce sont des faits historiques. Tandis qu'à partir du moment où on est dans quelque chose, ou une histoire qui est en train de se faire, avec des personnes qui sont encore là, ben on rentre dans de la politique actuelle. Et ça, je ne voulais pas, parce que je suis pas là pour faire une tribune politique. J'étais là pour faire un spectacle de théâtre, un spectacle engagé, qui donne des interrogations, qui amène des interrogations, mais je ne voulais pas du tout être dans une tribune politique. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et donc je pense qu'effectivement, compte tenu des retours que j'ai pu avoir du public, bah, je m'aperçois que les gens sont contents parce que souvent, on a tous appris plus ou moins tout ça à l'école. Mais d'abord, on l'a quand même largement oublié pour la plupart. Et puis, il y a des choses, je mets des anecdotes, etc., que les gens ne connaissaient pas et qui, finalement, les intéressent. Donc, quand je vois, j'ai sorti un petit livre là, pour le spectacle, le livre de la pièce, en fait, et je m'aperçois que bon, ça part assez bien parce que les gens ont envie de le lire, de garder quelque chose. Et comme c'est assez, finalement, c'est assez court, et donc en quelques mots, en quelques lignes, je raconte véritablement une histoire, et c'est un bon résumé, me semble-t-il, de l'histoire de cette République de 92 à 58, en fait. Voilà. C'est un spectacle en fait qui met en avant des principes et des lois à une époque, l'époque actuelle, où on sent qu'il y a beaucoup d'opportunisme et de rapports de force. Oui, 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 tout à fait. Oui, alors aujourd'hui, on est en plus une époque où, bon, on le voit avec Trump, on le voit avec Poutine, on le voit avec Ping, on le voit avec plein. Donc, on s'assoit facilement sur les lois. Et nous, on s'est forgé sur la loi, sur la codification de la société, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Et donc aujourd'hui, il y a pour les grands empires, en fait, on s'assoit complètement. C'est la force qui domine à nouveau. Et moi, j'avais envie de dire, ben non, la force peut pas tout. Et il faut qu'en tout cas, on continue à exiger ce respect des règles de droit. Alors, évidemment, là, moi, je parle que pour la France, et voilà, j'ai pas fait un spectacle qui est à une échelle au-delà de notre pays. Mais en tous les cas, ce que je voulais, c'était que les jeunes Français et les Français sachent l'histoire, cette histoire-là, comment elle est advenue, les aléas qu'elle a connus, et pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et que cette tradition humaniste, elle est vraiment une tradition française, et que même si aujourd'hui la France n'a plus la puissance qu'elle avait dans le monde, notamment au 19e siècle, si on est devenu voilà, beaucoup plus petit à l'échelle mondiale, et on n'a plus les ambitions que l'on pouvait avoir à l'époque, on doit quand même être relativement fier de ce qui s'est passé, de notre passé. En tout cas, on n'a pas à en rougir. Et il ne s'agit pas d'être chauvin et de dire on est les plus forts, on est les meilleurs, etc. Mais il s'agit aussi de garder ce rang d'être conscient de cette place qu'on a dans le monde, et surtout pas se laisser aller à détruire tout ça. Voilà. Et si on ne connaît pas notre histoire, en fait, eh ben, ma foi, on peut très bien passer à autre chose. Et donc, ces idées d'universalisme, de laïcité, de la République, me semblaient particulièrement importantes d'être mises sur le devant et d'être rappelées à une époque où on a tendance à aller vers le communautarisme, où l'universalisme est battu en brèche, où la laïcité est constamment attaquée. Moi, j'avais envie de reparler de tout ça, quoi, et de remettre ça en avant. Et en tout cas, que voilà, on soit conscient de cette histoire, et conscient de la responsabilité qui est la nôtre de porter et de continuer à porter ce message.
Et je crois que c'est un succès. Au Festival d'Avignon, vous aviez salle comble. Oui, 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 ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Les livres se vendent très très bien. Donc oui, oui, je suis très content. Je suis très content que voilà. Après, c'est évidemment, hein, c'est à une petite échelle. Je suis à une échelle de comédien de théâtre, donc voilà, il n'y a pas. Mais en tout cas, je sens il y a une attente. En tout cas, il y a un public qui est en attente de ça. Je ne dis pas que tout le monde est en attente de ça, mais en tout cas, il y a un public qui est en attente de ça, et que je pense que beaucoup de gens, en fait, en sortant après le spectacle, me disent ah ben ça nous a fait du bien, ça nous a mis du baume au cœur. Et moi, je leur dis, à chaque fois, je leur dis, voyez, vous n'êtes pas tout seul. En fait, j'ai aussi fait ce spectacle pour que ceux qui portent ces idées-là et ce message-là ne se sentent pas tout seuls. Parce que dans la société telle qu'elle est, on a un peu tendance parfois à se dire, bon, dis donc, moi les idées que je défends, elles sont pas vraiment portées, quoi. Alors aussi, il y a des gens qui les portent, mais on est un peu éparpillés. Et moi, c'est pour ça que je dis à la fin du spectacle, je leur dis, ben, on se serre les coudes, on n'est pas seul, et même s'il faut, on se lève, et peut-être même il faut qu'on se batte quelque part, il faudra qu'on se batte pour défendre ces idées-là. Mais je pense que ces idées-là, elles valent le coup, et elles méritent qu'on se lève et qu'on les défende. Voilà. C'est ça le but, vraiment mon but c'était ça. Rappeler qu'il y a d'autres repères que la force et l'opportunisme. Ouais, Rappeler qu'il y a des idées, en fait, et c'est ouais, aussi les apprendre aux jeunes qui ne les ouais, connaissent pas forcément. ouais, ouais. Et puis c'est prendre un peu quelque part, bon quand on fait les étudiants en sciences politiques, tout le monde a lu Machiavel, La ruse et la force. Et finalement, Machiavel, c'est l'essence même. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est la ruse et la force. Et on voit que c'est ça qui réussit finalement, la ruse et la force. Et moi, je dis, ben, il doit y avoir une autre voie. La ruse et la force, c'est pas ce que en tout cas moi, c'est pas ce que je préconise. Et il y a, il y a une autre manière de faire les choses et de dire et de faire de la politique, qui est beaucoup plus sur l'explication de ce qu'on est en capacité de faire et ce qu'on n'est pas en capacité de faire, et de dire véritablement les choses et sans forcément prendre les gens soit en louvoyant, soit juste parce que on est les plus forts et qu'on a la puissance, que ce soit la puissance policière ou la puissance militaire. Je pense, même si c'est plus difficile, parce que quand on regarde dans l'histoire, on voit bien que finalement les gens auxquels je me réfère, je vous ai parlé de Mendès France tout à l'heure, mais on peut avoir d'autres exemples dans l'histoire de personnes qui ont essayé de concilier, d'être effectivement dans la tempérance et notre... Je pense notamment à Michel de l'Hospital, pendant les guerres de religion, qui était le conseiller de Catherine de Médicis, qui a été quelque part une sorte de Premier ministre de la France à ce moment-là, et qui toute sa vie a essayé de concilier les catholiques et les protestants dans un esprit de tolérance et en essayant d'accepter et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Ben, Michel de l'Hospital n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Celui qui a réussi, finalement, c'est Henri IV. Mais Henri IV, d'abord, il a pris les armes, et après, il a créé l'édit de Nantes qui lui a permis de pacifier la France. Michel de l'Hospital n'a pas réussi. Mais pourtant, c'était une démarche qui me paraissait intéressante. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, Michel de l'Hospital, est à sa statue devant le Palais Bourbon comme un des grands conciliateurs, celui qui a essayé. Mendès France, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas eu l'investiture en 53, il va l'avoir en 54, mais il ne va pas durer longtemps non plus. Alors, c'est vrai que c'est la 4e République et que c'était difficile de durer, mais en même temps, on voit que la voie qu'il avait choisie est une voie qui est très ardue et qui est très difficile, parce que c'est de dire ce qu'on est dans la capacité de faire, de dire qu'on ne peut pas tout faire, et d'être le plus honnête possible dans sa façon de faire de la politique. Oui, ça n'a pas réussi, mais n'empêche que c'est des voies, à mon avis, qu'il faut continuer à promouvoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout ça, ça manque un peu. On voit qu'on a une société
dans le domaine politique qui est de plus en plus clivé avec des extrêmes qui sont en train de monter de façon très très forte, et que cette voie un peu conciliatrice, cette voie humaniste, cette voie explicative n'est pas forcément hyper bien représentée. Et moi, j'ai envie quand même de porter cette voie parce que ça me semble la voie du progrès, la voie de la justice et la voie de la raison. Et jusqu'au bout, je pense que je me battrai pour ces idées-là. Et cet esprit des Lumières qui a fait en sorte que la France est ce qu'elle est, et que voilà, je crois beaucoup à ça, et donc j'ai envie de continuer à propager ces idées-là. Est-ce que vous avez eu des échos de jeunes? Je suis très attaché en fait à la communication, la transmission de l'information aux nouvelles générations. C'est pour ça que je reviens sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des échos de jeunes publics en fait, dont les réactions vous ont surpris? Oui, oui, alors chez les jeunes, alors j'ai fait pour l'instant, alors Humaniste, c'est un spectacle qui n'est pas adapté aux collégiens parce que ça demande un peu quand même de connaissances historiques, et donc c'est plus adapté à des lycéens. Donc je suis intervenu dans un lycée là récemment dans la région lyonnaise, à Lyon, et Je précise que vous intervenez beaucoup dans les écoles. oui, oui, j'interviens beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles, ouais. Mais alors, je suis beaucoup intervenu avec Victor Hugo, avec Humaniste. Bon, ça démarre, hein, parce que maintenant, avec le Pass Culture, en fait, c'est possible, mais les crédits ont été tellement mangés que c'est plus difficile de faire des sessions, on va dire, sur une année complète. Parce qu'il y a de moins en moins de crédits. Mais en tout cas, les expériences que j'ai sur Humaniste, il y a eu pas mal de questions de jeunes, et qui étaient vraiment intéressantes, et effectivement, je pense qu'ils apprennent, ça leur apprend quand même, ça leur donne en tout cas un éclairage sur des choses qu'ils ne soupçonnaient pas forcément, parce que pour eux, ce dont je parle, c'est quand même un ancien monde, en fait, ils sont plus du tout dans ce monde-là. Et la République, ce que je me suis aperçu, c'est que la République, ça leur parle pas vraiment. Finalement, la chose publique, la res publica, c'est quelque chose qu'ils ont un peu oublié. Ils savent qu'on est en République, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot République? Pourquoi il y a ce mot République, et pourquoi on n'est pas dans une monarchie, ou pourquoi on n'est pas dans un autre régime? Ça, ils ne savent pas grand-chose, en fait. Et pour moi, c'est hyper important. Et puis, j'avais envie aussi de leur donner de la chronologie. Parce que souvent, je m'aperçois que il y a un certain nombre de grandes dates de l'histoire de France. Ils ne savent pas si c'est au 18e, au 17e ou au Moyen Âge, hein, en fait. Donc, et ça, j'avais vraiment envie aussi de cadrer un peu les choses pour remettre les choses en perspective et remettre les choses aussi à leur place, quoi. Donc vous Donc, faisiez, avant la présentation à des lycéens du spectacle humaniste, vous faisiez une introduction donc justement oui, oui, alors quand je peux, je leur fais une petite explication avant le spectacle pour bien remettre les idées en place, et pourquoi je l'ai écrit, effectivement. Oui, oui, ça c'est important. C'est important de savoir pourquoi j'ai écrit ce spectacle-là, ouais. Parce que c'est vrai que bon, on peut se dire, bon, de l'assassinat de Samuel Paty, il parle de l'histoire de la République, quel est le lien? Ben oui, mais le lien, c'est quand même que l'école, c'est le pilier central de la République. Et qu'à partir du moment où on s'attaque à l'école et on s'attaque à un professeur qui fait son travail, on s'attaque à la République. Et moi, je l'ai senti comme une attaque, vraiment l'attaque contre Samuel Paty et contre Dominique Bernard après, je l'ai ressenti quasiment comme une attaque personnelle. C'est-à-dire que ça remettait en cause vraiment mes fondements, ce que je suis, et ce à quoi je crois, en fait, depuis que je suis, ce qui m'a formé depuis que je suis enfant. Et pour moi, c'est pour ça que ça a été c'est quelque chose de quasiment très très difficile à accepter. Et donc j'ai vécu aussi l'appel et le dernier procès qu'il y a eu des commanditaires de façon assez douloureuse, parce que je considère que vraiment ces gens-là, voilà, ça méritait pas d'avoir des peines allégées. Enfin, voilà. puisqu'on parle un petit peu d'actualité, il y en a une récente qui
qui m'a frappé, c'est le décès de Lionel Jospin, Ouais, qui en creux, en fait, m'a fait voir à quel point cette personne qui a été Premier ministre, je crois que c'était le record, en fait, hein, ouais, ouais, de durée, ouais, dans une cohabitation qui s'est ouais, plutôt bien passée, qui a ouais, apporté beaucoup de choses, les 35 ouais, heures, ouais, le PACS, enfin, ouais, l'égalité homme-femme, ouais, les quotas euh, et, et, euh, et à quel point cet homme, en fait, représentait une intégrité qui, je ouais. trouve, manque aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que Jospin, me semble-t-il, était aussi dans la lignée de Mendès France et de tout ça. C'est-à-dire que c'était, on peut lui reprocher plein de choses, mais en tout cas, il était intègre et il savait aussi, il était intègre et il savait se faire respecter. Il savait se faire respecter dans son camp, c'est-à-dire que moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je travaillais à Bercy, je travaillais au commerce extérieur. Et donc j'ai un peu, à ma modeste place, hein, un peu travaillé dans ce gouvernement. Et c'est vrai que ça bronchait pas. Ça bronchait pas. Il y avait un respect de la personne qui donnait finalement les ordres et qui en même temps, on savait qu'on n'avait pas de problème parce qu'on savait qu'il était d'une intégrité absolue. Et même, il était même un peu trop raide presque à la fois à ce moment-là. Et on se disait, voilà, dis donc. Mais en même temps, moi, je pense qu'il vaut mieux des hommes politiques qui sont comme ça que des hommes politiques qui sont beaucoup plus coulants et on sait voilà et tout ça ça peut on a vu tout ce qui peut arriver quand on est trop coulant dans ce domaine-là. On doit être encore plus irréprochable que dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on doit être absolument irréprochable. Et moi, voilà, Jospin pour moi c'était ça aussi, c'était cet homme qui voilà qui était intègre et qui était dans une lignée à la Mendès France. Mais ça corrobore aussi ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, il a duré en tant que Premier ministre, mais en même temps, en 2002, eh ben, il s'est fait éjecter et il n'a pas été au deuxième tour. Et moi, je fais partie de ceux qui ont compris sa position. Donc, je sais qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir laissé la gauche, etc., et d'être parti. Moi, je considère que quand on a cette intégrité-là, après un tel désaveu, j'ai tout à fait compris qu'il s'en aille. Et j'ai trouvé même que c'était assez digne. Voilà, bon, ça, il y a les deux écoles, il y a ceux qui ne comprennent pas, mais en même temps, souvent, ceux qui ne comprennent pas sont ceux qui ont tout fait pour qu'il ne soit pas au deuxième tour en votant pour d'autres candidats plutôt que lui. Moi, je connais beaucoup de gens sont à gauche et puis qui ont voté pour d'autres candidats de gauche et pas voté pour lui. Et quand lui s'est barré, lui ont dit, oh là là, c'est scandaleux, il se barre et il nous laisse dans un état déplorable pour pas dire autre chose. Mais en même temps, les gars, si vous aviez voté pour lui, il n'aurait pas été obligé de se barrer. Donc voilà, je trouve qu'il faut aussi la raison garder et avoir un peu de, je sais pas, enfin un peu je trouve que c'est pas très très juste le procès qu'on lui a fait par rapport à ça. Donc aujourd'hui, bon, voilà, il est décédé, donc tout le monde est derrière, mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde derrière lui. Voilà. J'ai vu sur le site Élégie qu'il y avait une publication quotidienne Ouais, consacrée à un fait historique. ouais. On est ici également dans une continuité par rapport au spectacle humaniste et à Victor Hugo. Oui, alors bon, moi je suis, bon, je pense que tout le monde a compris, hein, je suis passionné d'histoire, donc même si je suis pas historien et j'ai pas fait des études d'histoire, mais j'aime l'histoire. Et donc depuis le 1er janvier, en fait, je me suis mis à écrire une chronique quotidienne sur un jour une histoire, en fait. Donc voilà, je prends un jour et ce jour-là, dans l'histoire de l'humanité, j'essaye de trouver un événement que je trouve marquant, en tout cas moi qui m'intéresse. Je l'explique, je le recontextualise et j'essaye toujours de faire un lien avec la situation aujourd'hui à la fin. Et donc c'est une rubrique que je fais tous les jours, que je publie sur Facebook et puis sur Instagram. Et puis, bon, peut-être qu'après, j'en tirerai quelque chose, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est vraiment de reprendre des faits historiques, de les décortiquer. Et puis c'est toujours cette idée de mettre en perspective, parce qu'on ne vient pas de nulle part. Et je trouve que l'histoire, même si l'histoire, on dit l'histoire ne se répète pas, ne se répète jamais tout à fait, elle nous apprend quand même à comprendre et peut-être être plus vigilant par rapport aux événements qui se passent actuellement. Et donc moi je suis toujours, voilà, je trouve qu'on oublie un peu trop souvent l'histoire. Et en plus là, on est dans une société aussi
qui, je vois bien avec les jeunes qui souvent me disent: «Ah, vous savez, on parle d'ancien monde, on parle voilà, bon, tout ça, c'est vieux, ça ne nous concerne plus, aujourd'hui on est passé à autre chose», et cetera. Oui, il faut vivre avec son temps, mais ça ne nous empêche pas de savoir, pourquoi on est là et qu'est-ce qui s'est passé, et moi je trouve que c'est bien d'être dans son époque, d'être engagé dans son époque, mais faut pas oublier le passé, quoi. Et donc je suis très très moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, de reprendre tout ça, et donc tous les jours, ça me permet aussi de faire un travail, à la fois un travail de vulgarisation, et puis voilà, de raconter des faits historiques qui me paraissent vachement drôlement intéressants. Voilà. Oui, et puis la connaissance du passé est fondamentale pour prédire l'avenir. C'était la thèse de Machiavel d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Bon, Pierre Jouvencel, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour tout votre travail. Ah ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.